La pluie s'abattait comme une sentence divine sur la départementale déserte, transformant l'asphalte en un miroir noir et luisant où se reflétait le désespoir de Benjamin. « Tu n'es plus mon fils », crache ton père d'une voix qui tranche plus profondément que le vent d'hiver, les phares de la vieille Peugeot éclairant son visage déformé par la haine. « Pars, et ne reviens jamais », ajoute sa mère en larmes feintes, refermant la portière avec une violence qui fait trembler le véhicule, laissant Benjamin, 18 ans à peine, seul avec un sac à dos et un cœur en miettes sous le ciel normand implacable. Les premières heures après l'abandon furent un brouillard de pas mécaniques le long de la route, où chaque voiture qui filait sans s'arrêter était une nouvelle gifle à l'âme de Benjamin. Il avait confessé son secret lors d'un dîner familial anodin, ces mots « je suis gay » sortant de sa bouche comme un aveu arraché à la gorge, espérant peut-être une étreinte compréhensive dans cette maison bourgeoise de Rouen où les portraits ancestraux veillaient sur des silences trop lourds. Au lieu de cela, l'orage familial avait éclaté, son père, un cadre rigide chez un assureur, hurlant des versets bibliques mal digérés, sa mère, pilier social de la paroisse, se couvrant le visage comme si le péché était contagieux. « Tu vas nous déshonorer » avait-elle gémi, et Benjamin, ce garçon aux yeux verts hérité d'un grand-oncle artiste, s'était senti soudain étranger dans sa propre peau, un intrus dans le tableau idyllique d'une famille normale. La nuit tomba vite, enveloppant la campagne normande d'un manteau d'encre où les champs de blé endormis semblaient murmurer des jugements muets. Benjamin s'effondra contre un talus boueux, son sac renversé libérant un cahier d'esquisses des croquis volés de garçons au lycée, des lignes fluides qui trahissaient déjà son inclination secrète. Les larmes se mêlèrent à la boue sur ses joues, et pour la première fois, il se demanda si la vie n'était pas une farce cruelle, un piège tendu par des dieux indifférents. Un camion de passage klaxonna au loin, mais il ne leva pas la main, l'espoir de la route s'était éteint avec les feux arrière de la voiture familiale. Au lever du jour, un soleil pâle perça les nuages, et Benjamin se remit en marche vers Caen, la ville voisine où il avait vaguement entendu parler d'associations pour les jeunes en détresse. Ses chaussures usées crissaient sur le gravier, et chaque pas ravivait la brûlure dans sa poitrine. Il repensait à ses 16 ans, à ce premier baiser volé derrière le gymnase avec un coéquipier de foot, un effleurement timide qui avait allumé en lui un feu qu'il avait étouffé sous des couches de mensonges. « Pourquoi moi ?» se murmurait-il, le vent salé de la mer toute proche portant ses questions comme des feuilles mortes. À mi-chemin, affamé et épuisé, il s'arrêta dans un village endormi, quémandant un café chaud à une boulangerie compatissante. La patronne, une femme aux rides bienveillantes, lui glissa un croissant et un numéro de téléphone, « Appelle-les, mon petit. La vie n'est pas finie parce que les autres sont aveugles. » C'est ainsi que Benjamin atterrit au centre d'accueil jeunesse de Caen, un bâtiment modeste aux murs couverts de posters arc-en-ciel et de témoignages anonymes. Là, au milieu d'une salle commune imprégnée d'odeurs de thé et de vieux livres, il rencontra pour la première fois un semblant de tribu. Des garçons comme lui, aux histoires cabossées, partageaient des rires nerveux autour d'une table en formica. « Moi, c'est Lucas », rejeté par mes darons pour un flirt avec le voisin, lança l'un d'eux, un tatouage improvisé sur l'avant-bras. Benjamin, encore muet de sa nuit d'errance, esquissa un sourire fragile. Le soir venu, dans un dortoir au lit superposé grinçant, il pleura en silence, mais pour la première fois depuis l'abandon, ce n'était pas de désespoir pur, c'était un mélange d'amertume et de rage naissante, le terreau d'une résilience qu'il ignorait posséder. Les semaines suivantes furent un apprentissage brutal de la survie. Benjamin enchaîna les petits jobs, serveur dans un café bondé où les clients hétéros le toisaient avec une curiosité malsaine, livreur à vélo sous la pluie incessante de la Normandie. Il économisa chaque euro pour un loyer miteux dans une chambre de bonne au-dessus d'une boucherie, où l'odeur de saucisses frites imprégnait ses rêves. Mais c'est dans les cours du soir, à l'école d'art communautaire, qu'il trouva son encre. Dessiner devint sa prière laïque, des portraits de ses nouveaux amis, des nus masculins esquissés d'une main tremblante mais précise, capturant la vulnérabilité des corps aimés en secret. « Tu as du talent, gamin », lui dit un professeur bourru, un ancien de mai 1968 aux lunettes épaisses. Ces mots, simples, allumèrent en Benjamin une étincelle, l'idée folle que son homosexualité, loin d'être une malédiction, pouvait être le prisme à travers lequel il verrait le monde plus vrai, plus nu. Un soir d'automne, alors que les feuilles rougissaient les quais de l'Orne, Benjamin croisa Clément pour la première fois. C'était lors d'une exposition improvisée dans un squat artistique, un hangar reconverti où des toiles criardes se disputaient l'espace avec des sculptures de ferraille. Clément, 22 ans, étudiant en littérature à l'université de Caen, se tenait devant une de ses esquisses, un jeune homme aux yeux clos, lèvres entr'ouvertes, comme en attente d'un baiser éternel. « C'est poignant », murmura-t-il d'une voix chaude, veloutée comme un vin de Bordeaux. On sent le désir qui ronge, mais aussi la lumière qui perce. Benjamin, le cœur battant,
leva les yeux sur ce visage anguleux, encadré de boucles châtaines, et un courant électrique le traversa. Clément portait un pull en laine usée, un jean délavé, et dans ses prunelles brunes dansait une intelligence espiègle, celle d'un garçon qui avait lu Proust et Wilde en cachette. Ils parlèrent tard dans la nuit, attablés dans un bistrot au néon clignotant, partageant une bouteille de cidre normand. Clément raconta son propre chemin, élevé dans une famille d'instituteurs progressistes à Lille, il avait assumé son orientation à 16 ans sans drame, mais avec la solitude d'un amour non réciproque pour un ami d'enfance. L'amour, c'est comme la littérature, confia-t-il en allumant une cigarette, un feu qui consume si on ne le nourrit pas. Benjamin, émerveillé, osa pour la première fois évoquer son abandon, les mots coulant comme un fleuve libéré. Clément posa sa main sur la sienne, un geste si naturel qu'il en était révolutionnaire, et dans ce contact, Benjamin sentit les fissures de son cœur se recoudre, fil par fil. Leur romance naquit dans les ruelles pavées de Caen, sous un ciel souvent gris qui rendait chaque rayon de soleil précieux. Clément, avec sa passion pour les mots, lisait à voix haute des extraits de Le Temps retrouvé lors de promenades le long du port, sa voix enveloppant Benjamin comme une couverture chaude. En retour, Benjamin offrait des croquis, Clément endormi sur un banc, ou marchant d'un pas assuré sous la pluie, son profil capturé avec une tendresse qui frôlait la dévotion. Il faisait l'amour pour la première fois dans la chambre exiguë de Benjamin, les murs tremblants sous les rires étouffés et les soupirs, les corps entremêlés dans une danse primitive et sacrée. « Tu es mon miracle », murmura Clément contre sa peau, et Benjamin, les larmes aux yeux, crut enfin à la rédemption. Mais la vie, impitoyable, ne les laissa pas en paix. Benjamin, dopé par cet amour, plongea corps et âme dans son article. Il remporta un concours local de peinture, une toile intitulée Exilé du cœur, un autoportrait nu, dos tourné à une route déserte, face à un horizon lumineux. Le prix, modeste mais symbolique, lui permit d'entrer à l'école des Beaux-Arts de Paris. « C'est ton heure, mon amour », exulta Clément, l'embrassant fougueusement sur le quai de la gare. Paris les attendait, ville des amours impossibles et des rêves dévorants, avec ses boulevards haussmanniens et ses nuits électriques. À Paris, la capitale des lumières fanées pour les âmes en exil, Benjamin et Clément s'installèrent dans un atelier minuscule du Marais, un quartier où les drapeaux arc-en-ciel flottaient comme des promesses tenues. L'atelier, un grenier aux poutres apparentes et aux fenêtres donnant sur des toits en zinc, devint leur sanctuaire, toiles empilées contre les murs, livres de poésie entassés sur une table bancale, et un lit king-size improvisé avec des matelas gonflables où leurs corps s'entremêlaient chaque nuit. Benjamin, galvanisé par l'énergie de la ville, peignait avec une fureur nouvelle des toiles grand format explorant la masculinité blessée, des corps enlacés dans des poses défiant les conventions, baignés d'une lumière crue qui évoquait Hopper autant que Delacroix. « Ton travail hurle la vérité », commentait Clément, son amant devenu muse, en corrigeant des épreuves pour une petite maison d'édition tout en sirotant un café noir. Les premiers mois furent un tourbillon de découvertes et de joie volées. Ils arpentaient le long de la Seine au crépuscule, main dans la main sans craindre les regards. Paris, après tout, était une bulle tolérante où les amours comme le leur fleurissaient dans les cafés enfumés et les clubs underground. Clément, avec son humour caustique et sa connaissance encyclopédique des poètes maudits, entraînait Benjamin dans des lectures clandestines, Rimbaud récité sous les arches du Pont des Arts, Verlaine susurré dans les jardins du Luxembourg. L'amour est un crime délicieux, riait-il, et Benjamin, qui avait en craint l'intimité, se surprenait à composer des poèmes maladroits en marge de ses carnets d'esquisses, des vers balbutiant sur la courbe d'une épaule, la saveur d'un baiser salé. Pourtant, sous cette idylle, des ombres planaient. Benjamin recevait des nouvelles sporadiques de Rouen, une carte postale de sa sœur cadette, Élise, larmoyante et ambiguë, papa regrette, mais il est fier en secret. Il les jetait au feu du poêle à gaz, refusant de laisser ses fantômes empoisonner son présent. Clément, sentant sa tension, l'attirait contre lui lors des nuits orageuses. Ils t'ont perdu, mais je t'ai trouvé. C'est tout ce qui compte. Leur intimité physique s'approfondissait, un ballet de caresses et de murmures où Benjamin apprenait à se donner sans peur, à explorer les contours de Clément comme un cartographe passionné. Dans ces moments, la ville dehors s'effaçait, ne laissant que le rythme de leur souffle, la sueur perlant sur des peaux pâles, et l'extase d'une union qui défiait les chaînes du passé. Le succès vint comme un raz-de-marée inattendu. Lors d'une exposition collective à la Galerie des Jeunes Talents, rue de Birague, la toile abandon sous la pluie inspirée de sa propre nuit d'errance, un jeune homme dos courbé sous un déluge, une main tendue vers un horizon invisible attira l'attention d'un critique influx du monde des arts. Benjamin Duval, révélation brute, un hopper français gai et enragé, titra l'article, et soudain, les portes s'ouvrirent. Invitation à des vernissages, commande de portraits pour des magazines branchés,
même une bourse de la Fondation Rothschild pour un cycle sur l'identité queer. Clément, fier comme un paon, organisa une fête improvisée dans l'atelier, champagne bon marché, amis du milieu artistique, et une playlist de Nina Simone qui vibrait jusqu'à l'aube. À toi, mon exilé triomphant, porta-t-il un toast, ses lèvres effleurant celles de Benjamin dans un baiser qui scella leur pacte invisible. Mais le triomphe a ses revers, et Paris, cette sirène aux crocs acérés, commença à tester leur lien. Clément, jaloux du temps que Benjamin passait en rendez-vous galant avec des mécènes, des dîners arrosés où l'on parlait plus de networking que d'amour, se replia dans un silence boudeur. « Tu changes » murmura-t-il un soir, allongé nu sur le lit, un verre de vin à la main. « Ces types te regardent comme une proie. » Benjamin, épuisé par une journée de signature, rit pour dissiper le malaise. « C'est pour nous, pour notre futur. Imagine, une maison en Provence, des voyages à New York. » Clément acquiesça, mais une graine de doute germa, alimentée par les ragots du milieu, ceux du Val, il grimpe vite, mais attention aux chutes. L'hiver s'installa, mordant, avec ses brumes opaques sur la tour Eiffel et ses cafés chauffés où les amants se réchauffaient mutuellement. Benjamin, absorbé par une commande majeure, un mural pour un centre LGBTQ+ à Montparnasse, négligea les signes, les appels manqués de Clément, ses nuits solitaires à corriger des manuscrits. Un soir, rentrant tard d'un cocktail, il trouva l'atelier vide, une note sur la table, besoin d'air. C'est le cœur serré, Benjamin erra dans les rues luisantes, imaginant le pire, une rupture, un amant rival. Il le retrouva au Pont-Neuf, silhouette solitaire contre la rambarde, fumant une cigarette en contemplant les reflets dans l'eau noire. « J'ai peur de te perdre dans ta gloire », avoua Clément, la voix brisée. Benjamin l'étreignit, leurs manteaux se fondant dans l'ombre, et sous la pluie fine qui recommençait, ils se jurèrent fidélité, leurs lèvres scellant un pacte plus fort que les tempêtes. Au printemps, le vent tourna de façon plus sinistre. Une lettre arriva, cachetée de cire rouge, de la main élégante de sa mère. « Mon cher fils, écrivait-elle, nous avons suivi ton ascension dans les journaux. Ton père est malade, le cœur fragile. Reviens, pardonne-nous. Élise. » Benjamin, lisant ces lignes dans la lumière crue du matin, sentit un nœud se former à sa gorge. Clément, lisant par-dessus son épaule, fronça les sourcils. « C'est un piège, Ben. Ils sentent l'argent. » Mais Benjamin, ce garçon élevé dans le culte du pardon chrétien malgré tout, hésita. Et si c'était vrai? Si le temps avait guéri les plaies? Clément, protecteur féroce, secoua la tête, leur amour est conditionnel. N'oublie pas la route, la nuit. Pourtant, l'appel du sang était fort, et Benjamin accepta un week-end à Rouen, seul, promettant à Clément un retour rapide. La maison familiale, inchangée avec ses rideaux de dentelle et son crucifix dominant la cheminée, l'accueillit comme un fantôme bienvenu. Sa mère, vieillie mais toujours impeccable, l'étreignit avec des sanglots théâtraux. Élise, désormais étudiante en droit, le serra fort, murmurant des excuses. Son père, alité, le regard fuyant, marmonna un désolé, fiston, et qui sonna faux. Le dîner fut un chant de mine, compliment sur sa carrière fulgurante, questions voilées sur ses revenus, et un silence assourdissant autour de Clément, ton ami, comme il l'appelait poliment. Le lendemain, la vérité suinta, son père avait des dettes, l'entreprise en faillite, et la famille comptait sur Benjamin pour un prêt généreux. C'est de la famille, plaida sa mère, les yeux humides. Tu nous dois bien ça. Benjamin, le cœur cognant, refusa net, vous m'avez jeté comme un chien. Mon succès, c'est le mien. La dispute éclata, mots assassins fusant ingrats, pervers, et il partit en claquant la porte, les pneus crissant sur le gravier comme un écho de son abandon passé. De retour à Paris, brisé mais lucide, il se jeta dans les bras de Clément, confessant tout dans un flot de larmes. Ils n'ont pas changé, reconnut-il enfin. C'est toi, ma vraie famille. Clément, avec une tendresse infinie, l'aima cette nuit-là comme pour effacer les poisons, leur corps un rempart contre le monde. Mais la graine du doute, semée par l'absence, avait pris racine en Clément, des textos anonymes de bienfaiteurs du milieu, offrant des avances pour soulager Benjamin, et une tentation fugace lors d'une soirée arrosée où un éditeur séduisant avait glissé son numéro. L'été parisien, lourd d'odeur de jasmin et de bitume chaud, apporta avec lui une vague de succès qui submergea Benjamin comme une marée montante. Sa première exposition solo, Chemin d'exil, s'ouvrit dans une galerie chic de la rue Vieille du Temple, attirant critiques, collectionneurs et même une poignée de célébrités du cinéma indépendant. L'étoile,
vibrantes de couleurs vives contre des fonds sombres, dépeignaient des amours masculins arrachés à l'ombre, un couple enlacé sous un viaduc graffité, un solitaire marchant vers un aube incertaine. Duval capture l'essence queer de notre époque avec une maturité sidérante, écrivit un journaliste du Figaro, et les ventes explosèrent, une toile pour 15 000 €, une autre pour le double. Benjamin, du jour au lendemain, passa de l'artiste affamé au chouchou des médias, son visage aux traits délicats ornant les couvertures de magazines comme Têtu. Clément, aux premières loges, savourait ce triomphe par procuration, mais une jalousie sournoise rongeait ses entrailles. Son propre manuscrit, un roman sur les amours interdites du XIXe siècle inspiré de leur histoire, piétinait chez les éditeurs, trop introspectif, manque de punch, rejetait-il. Tandis que Benjamin signait des autographes lors de vernissage, Clément corrigeait des textes alambiqués pour un salaire misérable, rentrant tard dans leur atelier désormais encombré de bouteilles de champagne vidées de fleurs fanées. « Je suis si fier », mentait-il en souriant, mais la nuit, seul avec ses doutes, il scrollait des profils sur Grindr, effaçant frénétiquement les apps au matin comme un coupable. Un après-midi étouffant de juillet, alors que Benjamin posait pour un portrait dans un studio de Belleville, Clément croisa par hasard Élise dans un café du Marais. La sœur de Benjamin, en visite l'innocente à Paris pour voir son frère, sirotait un latte avec une grâce calculée, ses cheveux blonds cascadant sur une robe d'été vaporeuse. « Clément, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix mielleuse, comme si elle le reconnaissait d'une photo volée. « Benjamin m'a tant parlé de toi. » Ils parlèrent trop, peut-être de la gloire de son frère, des sacrifices familiaux, et Élise, avec un artifice subtil, glissa « Papa est si faible. Si seulement Benjamin pouvait nous aider un peu. » Clément, mal à l'aise mais flatté par l'attention, écouta, et quand elle proposa un verre le soir même pour discuter en privé, il accepta, prétextant un rendez-vous professionnel à Benjamin. Ce fut le début de la fissure. Le dîner avec Élise, dans un bistrot discret près de Bastille, tourna vite à la confession, elle avoua les dettes familiales, les saisies imminentes, les nuits blanches de leur mère. Benjamin est riche maintenant, plaida-t-elle, les yeux larmoyants. Il nous doit une seconde chance. Clément, ébranlé par sa vulnérabilité feinte, promit de sonder son amant. Mais au fil des verres, Élise changea de ton, compliment sur son intelligence, un effleurement de main accidentel, et Clément, ivre de vin et de solitude, se surprit à rire, à flirter, à oublier le serment gravé dans leur lit. De retour à l'atelier, Benjamin l'attendait, rayonnant d'une nouvelle commande un mural pour le Louvre des Arts décoratifs. « Où étais-tu » demanda-t-il innocemment, l'attirant dans un baiser. Clément, rongé par la culpabilité, se donna avec une ardeur désespérée, mais les mots d'Élise tournaient en boucle dans sa tête, il nous a abandonnés, comme il pourrait abandonner. Les jours suivants, les textos d'Élise affluèrent, invitations à des expos, conseils fraternels sur comment protéger Benjamin des requins du milieu. Clément, piégé dans ce jeu toxique, répondit, d'abord par politesse, puis par une curiosité malsaine, se voyant comme le confident indispensable. Le climax de cette danse dangereuse survint lors d'une soirée d'ouverture au Centre Pompidou, où Benjamin dévoilait une installation interactive sur l'identité fluide. La foule bourdonnait, artistes tatoués, galeristes en costume slim, et au milieu, Élise, invitée par surprise par son frère. Elle s'approcha de Clément dans un coin sombre, un verre de chardonnay à la main, « Tu es le seul qui comprend », murmura-t-elle, son parfum envahissant. « Aide-moi à le ramener à nous. » Et dans un élan irrationnel, elle l'embrassa à un baiser bref, calculé, mais suffisant pour que Benjamin, surgissant d'une conversation, le voie de loin. Le monde de Benjamin s'effondra en un instant, son amant, sa sœur, enlacés dans l'ombre des néons bleus. La confrontation éclata plus tard, dans l'atelier, sous un orage d'été qui martelait les tuiles. C'était rien. Jura Clément, pâle comme un linceul. Elle m'a forcé, elle veut juste l'argent. Benjamin, les poings serrés, hurla sa douleur, tu m'as trahi avec elle? Après tout ce qu'ils m'ont fait? Les mots volèrent comme des éclats de verre, accusation de naïveté pour Benjamin, de faiblesse pour Clément. Tu es obsédé par ton passé, cracha Clément, les larmes coulant. Moi, je vis dans ton ombre. Benjamin, brisé, le gifla un geste impulsif qui le regretta aussitôt et Clément partit, claquant la porte, laissant derrière lui un silence assourdissant. Seul dans l'atelier, Benjamin s'effondra sur le sol, entouré de ces toiles qui semblaient le narguer de leur vitalité. La trahison de Clément, pire que celle de sa famille car imprégnée d'amour, le ramena à cette route normande, à la pluie et à l'abandon primal. Il passa la nuit à peindre frénétiquement, une toile rageuse, deux silhouettes dos à dos, l'une tendant la main,
l'autre la refusant, sous un ciel déchiré. Au matin, hagard, il appela Élise, « C'est fini entre nous. Ne reviens jamais. » Elle pleura au téléphone, jurant l'innocence, mais Benjamin raccrocha, définitivement. Clément revint 2 jours plus tard, les yeux cernés, un bouquet de roses fanées à la main. « Pardonne-moi, supplia-t-il à genoux. C'était une erreur, née de ma peur de te perdre. » Benjamin, le cœur en lambeaux, l'écouta, pesant le poids de leur histoire contre la trahison fraîche. « L'amour n'est pas une prison, dit-il enfin, la voix tremblante. Mais il exige la vérité. » Ils se réconcilièrent dans une étreinte fragile, corps et âme se cherchant dans l'obscurité, mais une cicatrice invisible marqua leur union, une ombre qui planait, attendant le vent pour s'embraser. L'automne ramena ses feuilles mortes et ses introspections froides, transformant l'atelier en un cocon de doute où Benjamin et Clément naviguaient à tâtons. Leur réconciliation, forgée dans la chair et les promesses chuchotées, n'effaça pas la faille. Clément, hanté par sa faiblesse, multiplia les gestes d'amour au petit déjeuner au lit avec des croissants frais, lecture de Baudelaire au coin du feu, mais ses yeux trahissaient une peur latente, celle d'être l'intrus dans la vie ascendante de Benjamin. Ce dernier, de son côté, peignait avec une intensité nouvelle, ses toiles imprégnées d'une mélancolie romantique, des amants séparés par des murs transparents, des routes infinies menant à des horizons embrumés. « Ton art guérit, » lui dit un collectionneur américain lors d'une foire à Bruxelles, mais il saigne encore. La famille de Benjamin, sentant le vent tourner, intensifia ses assauts. Des appels nocturnes de sa mère, voix chevrotante, « Ton père tousse du sang, mon chéri. » Un chèque, juste pour les médicaments. Élise, plus rusée, envoya des photos édifiantes, la maison familiale enneigée, un arbre de Noël solitaire accompagné de messages larmoyants, « Souviens-toi des Noëls d'avant. » Benjamin, fortifié par la cicatrice de la trahison, bloqua les numéros, mais le doute s'insinuait, et si c'était vrai? Et si le pardon n'était pas une faiblesse, mais une force? Clément, percevant cette tourmente, proposa un week-end en Bretagne, loin de Paris, pour se recentrer. Ils louèrent une petite maison face à l'Atlantique, battue par les vents salés, où les vagues rugissantes semblaient emporter les poisons intérieurs. Là, sur les falaises de Ploumanacach, ils redécouvrirent leur amour dans sa forme la plus brute. Nudistes improvisés sur une plage déserte, ils rirent comme des adolescents, leur corps bronzé se mêlant au sable rose. Le soir, au coin d'une cheminée crépitante, Clément confessa tout, l'attraction fugace pour Élise, née non d'un désir charnel mais d'une envie maladive d'être utile à Benjamin, de le protéger de ses démons familiaux. « J'ai cru pouvoir jouer les sauveurs, » admit-il, les yeux dans ceux de son amant. « Mais c'est toi qui me sauves, chaque jour. » Benjamin, touché par cette vulnérabilité, l'embrassa avec une tendresse infinie, leurs lèvres salées par les embruns. Cette nuit-là, leur union fut un rituel de guérison, caresse lente, murmure de serment, un orgasme partagé qui les lia comme un vœu païen. De retour à Paris, revigorés, ils affrontèrent la tempête ensemble. La galerie de Benjamin organisa une rétrospective choc, traîtrise et rédemption, où une toile centrale dépeignait un cœur déchiré, cousu de fils d'or kintsugi queer. L'exposition fit scandale, articles élogieux dans Le Monde, mais aussi des pamphlets homophobes dans la presse conservatrice, ravivant les plaies de Rouen. Puis, le coup de grâce, une lettre certifiée du notaire familial, annonçant une mise en demeure pour l'héritage contesté et une clause obscure dans le testament du grand-père, liant Benjamin à des biens familiaux s'il revenait dans le giron. « Il te harcèle pour te briser », fulmina Clément, mais Benjamin, avec un calme nouveau, décida de riposter. Il contacta un avocat spécialisé en droit LGBTQ+, une femme farouche aux cheveux courts nommée Marie, qui transforma la bataille en un manifeste public. Lors d'une conférence de presse au pied de la Tour Eiffel, Benjamin prit la parole, micro en main, Clément à ses côtés, « J'ai été abandonné pour aimer un homme. Aujourd'hui, je réussis, et ils veulent mon argent comme une aumône empoisonnée. Mais l'amour vrai n'achète pas le pardon. » Les caméras flashèrent, les réseaux sociaux s'enflammèrent. « Abandonne pas ton fils » devint viral, avec des milliers de témoignages de jeunes exilés. Élise, acculée, posta une vidéo larmoyante sur Instagram, niant tout, mais le public, las des hypocrisies bourgeoises, se rangea derrière Benjamin. Le père, dans un ultime sursaut d'orgueil blessé, envoya un colis, le cahier d'esquisses de l'enfance de Benjamin, annoté de commentaires acides pervers dès le berceau griffonné sur un portrait innocent. Clément, le découvrant, explosa, « C'est de la torture. » Ils brûlèrent les pages ensemble dans le poêle, les flammes dansant comme un exorcisme. Cette nuit, leur amour se fit fiévreux,
un rempart contre la haine, Benjamin chevauchant Clément avec une urgence possessive, leurs cris étouffés par l'oreiller, sueur et larmes se mêlant en un baume salé. Mais la trahison n'était pas finie. Clément, sous la pression des événements, craqua lors d'une interview pour son roman enfin accepté par un éditeur. Interrogé sur l'inspiration queer de son œuvre, il lâcha, dans un moment d'égarement, « Benjamin m'a sauvé d'un amour familial toxique. Comme le sien. » Les mots, innocents en surface, furent tordus par la presse, articles spéculatifs sur une rupture imminente, rumeurs d'une Élise enceinte pour piéger Clément. Benjamin, lisant les gros titres au petit matin, sentit la fureur monter, « Tu m'as vendu pour ton buzz » hurla-t-il, jetant son téléphone contre le mur. Clément, dévasté, tenta d'expliquer, c'était pour nous, pour montrer que l'amour triomphe. Mais le mal était fait, la confiance, cette fleur fragile, se fana. Leur dispute culmina en une nuit blanche, mots assassins échangés comme des coups de poignard, « Tu es faible, Clément. Incapable de résister aux sirènes. Et toi, Benjamin, tu vis dans ton passé, paralysé par la haine. » À l'aube, Clément partit pour Lille, chez ses parents, laissant un mot, « J'ai besoin de guérir. Reviens-moi quand tu auras pardonné le monde. » Benjamin, seul dans l'atelier vide, peignit sa toile la plus noire, un amant solitaire sur une route pluvieuse, la main tendue vers un fantôme aimant. L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul, enveloppant la ville dans un froid qui s'infiltrait jusqu'aux os, miroir parfait de l'âme gelée de Benjamin. L'atelier, jadis vibrant de rire et de couleurs, résonnait maintenant du silence oppressant d'une absence, le lit défait d'un côté, les livres de Clément empilés comme des reproches muets, et les toiles inachevées fixant le vide. Benjamin, malgré le succès retentissant de sa rétrospective Billets d'or pour traîtrise et rédemption, invitation à des résidences à Berlin et New York, se sentait plus exilé que jamais. Les nuits étaient peuplées de cauchemars, la route normande se muant en boulevard parisien, Clément au volant d'une voiture fantôme, s'éloignant avec Élise riant à ses côtés. Il erra dans la ville comme un fantôme, cherchant refuge dans les bars gays de Châtelet où les corps anonymes offraient un oubli temporaire. Un soir, ivre de gin tonic et de solitude, il se laissa draguer par un danseur aux abdos sculptés, un baiser fugace dans les toilettes sombres qui ne fit qu'aviver le manque. « Clément » murmura-t-il en rentrant, vomissant son regret dans l'évier. Le lendemain, une lettre arriva au pas de la famille, mais de Marie l'avocate, le procès contre les Duval était gagné par défaut, les biens ancestraux confisqués pour dette, et une donation forcée à un centre d'accueil pour jeunes LGBTQ+. « Tu as libéré ton passé » écrivit-elle. Benjamin, lisant ces lignes, pleura pour la première fois sans amertume, un deuil nécessaire, un adieu à l'illusion d'une famille aimante. Pourtant, le vide persistait, et c'est dans cette brisure que Benjamin trouva une muse inattendue, lui-même. Il entama un journal pictural, une série de self-portraits où il se dénudait non seulement physiquement mais émotionnellement aux yeux rougis par les larmes, peau marquée de bleus imaginaires, un sourire forcé face à un miroir brisé. « L'art est ma thérapie », confia-t-il lors d'une interview radio, sa voix rauque trahissant la douleur. Le public, fasciné par cette vulnérabilité, acclama « Exposition privée », un TED Talk sur l'exil créatif, et même un caméo dans un film de Xavier Dolan. Mais au cœur de cette gloire, un appel nocturne de Clément, « Je lis tes articles. Tu me manques. » Benjamin, le cœur cognant, raccrocha sans un mot, refusant de céder à la tentation d'un pardon hâtif. Le printemps revint, timide, avec ses cerisiers en fleurs le long des Champs-Élysées, et apporta un signe du destin. Lors d'un vernissage au palais de Tokyo, Benjamin croisa Élise seule, défaite, un manteau trop grand sur ses épaules frêles. « Je suis désolé » murmura-t-elle, les yeux baissés. Pas de larmes théâtrales cette fois, juste une confession brute, « J'ai tout gâché pour l'argent, pour plaire à papa. Mais en te perdant, j'ai perdu ma boussole. » Benjamin, surpris par sa sincérité, l'écouta sans interrompre. « Le pardon n'efface pas la douleur, » dit-il enfin. « Mais il libère. » Il l'embrassa sur la joue, un geste fraternel, et la laissa partir, un poids en moins sur l'âme. Ce fut ce soir-là, sous une pluie fine qui lavait les toits, que Clément réapparut. Il se tenait au seuil de l'atelier, trempé jusqu'aux os, un bouquet de lilas pourpre à la main, les fleurs de leur premier rendez-vous à Caen. « J'ai erré » avoua-t-il, la voix brisée par le froid et l'émotion. « Chez mes parents, j'ai compris, sans toi, je suis incomplet. » Benjamin, le cœur déchiré entre rage et tendresse, l'invita à entrer. Ils parlèrent des heures, nus en esprit, déballant les trahisons comme des paquets empoisonnés. « J'ai douté parce que je t'aime trop » confessa Clément. « Et moi,
J'ai fui parce que j'ai peur de l'amour, répondit Benjamin. Lentement, comme un ballet recommencé, ils se touchèrent, doigts entrelacés, lèvres effleurées, jusqu'à ce que leur corps, familier et étranger, se fondent dans une étreinte qui guérit. Leur amour renaquit, plus mature, tissé de cicatrices visibles. Clément publia son roman, dédié à B, Mon exil retrouvé, un best-seller qui explora les ombres de la jalousie queer avec une honnêteté dévastatrice. Benjamin, de son côté, lança une fondation pour les jeunes abandonnés, finançant des ateliers d'art dans des centres comme celui de Caen. Ensemble, ils achetèrent une petite maison en Normandie au non loin de la route fatidique, mais face à la mer, symbole de renouveau. Les week-ends y étaient des retraites, promenades main dans la main sur les plages, dîners aux chandelles où ils lisaient leurs écrits mutuels, et des nuits d'amour paresseux, où le temps s'étirait comme un poème inachevé. Un an plus tard, lors d'une exposition à Rouen, un acte de défi poétique, Benjamin invita sa famille. Sa mère vint, voilée de regrets, son père en fauteuil roulant, muet mais les yeux humides. Pas de réconciliation flamboyante, juste un hochement de tête, un café partagé. Nous avons tous nos routes, dit Benjamin, Clément à son bras. En quittant la galerie, sous un ciel clair pour une fois, ils marchèrent vers la gare, leurs ombres allongées fusionnant sur le pavé. L'amour, apprirent-ils, n'est pas une ligne droite, mais un chemin sinueux, pavé de trahison et de pardon, menant non à la perfection, mais à une humanité plus profonde. Et ainsi, abandonné jadis sur le bord de la route pour oser aimer, Benjamin réussit non malgré sa famille, mais grâce à l'amour vrai qu'il avait recueilli. Dans les bras de Clément, sous les étoiles normandes, il murmura « Nous sommes entiers ». Et le monde, indifférent ou complice, tourna la page.